Alors, Corinne Sombrin est musicienne, compositrice. Et en 2001, elle part en Mongolie pour travailler pour la BBC, pour aller enregistrer des rites chamaniques. Et l'expérience est qu'elle, au premier son du tambour, elle entre en transe. Et c'est le début d'une grande aventure qui va l'emmener d'abord à une très longue initiation avec une chamane là-bas en Mongolie. Mais la particularité de Corinne Sombrin, c'est peut-être qu'au retour, au lieu de faire ce que la plupart font, c'est-à-dire des rites chamaniques, des soins, etc., elle va choisir une voie qui n'est pas spécialement la voie la plus facile, c'est la voie de la recherche scientifique. Et donc elle va chercher des scientifiques qui sont d'accord de mesurer l'effet de la transe sur son cerveau, sur elle-même. Et elle va travailler avec plusieurs scientifiques, donc le professeur Florent Ry, qui va avec elle pouvoir éditer la première expérience, la première étude sur le thème de la transe cognitive. Et puis vont s'associer évidemment en cours de route plusieurs autres scientifiques, dont Francis Tollet, qui est là-bas, qui sera là aussi, et qui vont travailler avec elle. Aujourd'hui, les recherches prennent vraiment beaucoup d'ampleur. Elles sont même arrivées jusqu'en Belgique, puisque à Liège, d'où je viens, le professeur Steven Lorenz, qui est un neurologue de grande réputation, a commencé des recherches sur la transe cognitive avec Corinne Sombrin. Donc c'est le début des recherches, enfin c'est la continuité des recherches peut-être, mais elles vont vous en parler, ça prend vraiment une ampleur assez exceptionnelle. Donc je vais leur laisser la parole. Et je pense que c'est Corinne qui va d'abord commencer, puis il y aura un exposé de Francis. Et Francis, qui est aussi très particulier avec lui, non seulement c'est un grand scientifique, mais il a l'expérience, il a pu vivre la transe lui-même. Donc c'est un des scientifiques qui a vécu la transe, travaillé la transe, il a pu voir l'impact de la transe sur lui-même, et en même temps, il reste le scientifique pur. Voilà. Tout ce parcours m'a appris à quel point les savoirs ancestraux faisaient en sorte de nous rendre plus conscients. Et notre société occidentale a fait en sorte de nous rendre plus savants. Voilà. Donc aujourd'hui, il est temps de réunir ces savoirs ancestraux et la connaissance de l'Occident, qui est aussi intéressante. Alors je parlais de résilience inconsciente parce que je sortais d'un deuil, ça faisait 2 ans déjà, en 2001, et j'ai été poussée, comme souvent quand on a un choc psychologique, on est poussé à faire des gestes, à accepter des choses dont on ne comprend pas le sens, et qui petit à petit prennent un sens. Voilà. Donc évidemment, il a fallu pas mal d'années pour que ça prenne un sens. Mais en 2001, je pars en Mongolie pour faire un reportage sur les mystères mongols. Voilà, c'est une émission pour la BBC qui s'appelle Heart and Soul. Et une amie mongole m'accompagne à la frontière de la Sibérie, là où vous voyez la flèche, parce que c'est là que se trouvent en 2020 la plupart des chamans. Pour avoir une idée de leur nombre, il y a une trentaine de chamans pour 3 millions d'habitants. C'est la proportion. En Mongolie, on ne décide pas d'être chaman, on est ici désigné par les esprits. Et donc, ça fait 0,001% de la population. Et comment sait-on qu'on est chaman? Tout simplement parce qu'on entre en transe au son d'un grand tambour, qui est celui-là, qui fait à peu près 1 mètre de diamètre. Et vous voyez là une chamane mongole, qui est de l'ethnie des Tsatan. C'est elle qui m'a formée après. Donc ce tambour a une fonction, il a la fonction de mettre le chaman en transe pour qu'il puisse accéder au monde des esprits. Alors ce monde des esprits, nous en tant qu'occidentaux, on a du mal à s'y faire. Moi, c'était un peu compliqué pour moi au départ. Mais eux s'adressent tout le temps à ce monde des esprits pour en obtenir des informations qui vont être utiles à la communauté et les ramener à la communauté. C'est ça le rôle essentiel du chaman. Et en fait, ce monde des esprits est là pour être le garant du maintien de l'harmonie dans le monde. C'est pour ça qu'on s'adresse à eux tout le temps, parce qu'il n'y a pas une vision égocentrée comme on a en Occident. C'est-à-dire que c'est pas « je suis responsable de mon destin », bien sûr un petit peu, mais on est responsable de son destin à partir du moment où on prend la vie de l'ensemble et où on ne va pas créer des dissonances parce qu'on ignore les équilibres généraux.
Alors le chaman, son travail, c'est toujours d'aller demander aux esprits s'ils sont d'accord pour faire ça ou ça ou ça. Et quand on n'est pas chaman, on dit qu'il y en a peu, on a un autre moyen d'accéder à ce monde des esprits, c'est quelque chose qu'on a tous utilisé et que vous connaissez bien ici, c'est l'intuition. L'intuition, pour eux, est le langage qu'utilisent les esprits pour vous prévenir d'un danger et pour vous dire que là, c'est dissonant, là, il y a quelque chose qui va mal, il ne faut pas le faire. Voilà. Donc il y a deux moyens d'accéder à ce monde des esprits, l'intuition, pour ceux qui ne sont pas chamans, on va voir que c'est pas si simple, et la transe, pour ceux qui peuvent accéder à la transe. Donc moi j'assiste à la première cérémonie, évidemment, le chaman commence, c'était un homme, hein, c'était pas celle-là, le chaman Balchir qui commence à jouer du tambour, et puis voilà, là il se passe quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout, je commence à sauter, à trembler, à tel point que les Mongols disent à Nara, il faut la faire sortir, elle a peur. Et moi je ne contrôle pas tout ça. Pourtant, je suis toujours consciente de ce qui se passe. Donc, je me vois trembler, je me vois sauter, je commence à me voir et à m'entendre commencer à hurler comme un loup. Et là, le processus est déclenché, c'est-à-dire que je ne me suis pas arrêtée là. J'avais vraiment l'impression d'être transformée et d'être cet animal, donc d'avoir des pattes, d'avoir une truffe à la place du nez, et surtout de hurler comme un loup. Et je me suis mise à vouloir absolument ce tambour. Et donc j'ai sauté sur le chaman pour lui piquer son tambour. Il me fallait ce tambour. Et donc j'avais conscience, ça c'était pas désagréable, parce que dans cet état-là, on n'est pas dans le même état émotionnel que dans l'état de conscience ordinaire. Mais j'avais besoin, je ne pouvais pas m'en empêcher, c'était très fort, j'avais besoin d'attraper ce tambour. Donc j'ai fini par sortir de cet état. En fait, le chaman m'a dit après qu'il m'avait aidé à sortir de cet état. Et voilà ce qu'il a dit. Alors moi, j'avais pris un coup de pelle sur la tête un petit peu, parce que je me disais, mais comment le son d'un tambour a pu me faire ça? J'avais 40 ans à l'époque, et je me disais, mais comment ma société à moi, ma société que j'aime et qui m'apprend tout, n'a pas pu m'expliquer ça? Pourquoi elle ne m'a pas dit que le son d'un tambour pouvait me transformer comme ça? Est-ce que je suis folle? Est-ce que voilà? Et les chamans, pourtant, ils font tout ça ici. Voilà, donc l'explication qu'a donnée le chaman, un arabe, puisqu'ils ont discuté pendant un moment, n'a pas été faite pour me rassurer. Voilà, c'est pas rassurant. Hein. Quand on vient vivre ça, on s'est dit voilà. Et donc, les processus de deuil, je vous ai dit tout à l'heure. Et donc il m'a dit oui, on doit rester 3 ans là à la frontière, tu vas rester là avec nous pendant 3 ans pour que tu sois formé. Et ben oui, et puis il m'a parlé, c'est Nara qui m'a parlé des morts. Et que le chaman avait la capacité d'accéder à l'esprit des morts et de pouvoir communiquer avec eux. Alors là, j'ai les oreilles qui se sont levées et qui ont dit enfin une tradition qui nous parle de ça. Et donc j'ai plongé, voilà. Et donc je suis restée là-bas, mais j'ai demandé au chaman de pouvoir y aller plusieurs fois, enfin pas en permanence, quoi, voilà. Donc j'ai eu la première formation intermédiaire
de chamanisme. Et donc j'y suis allée 2-3 mois par an, mais ça a duré 8 ans du coup. Voilà. Et ce que j'ai découvert a été passionnant. Je ne vous dirai pas encore si j'ai pu communiquer avec l'autre. Et ce que je ressentais pendant les trans, c'était vraiment intéressant parce que je perdais la notion d'espace et de temps. Je ne ressentais pas la douleur. Je me donnais des coups, vous avez vu la taille du tambour, je me donnais des coups de tambour là. Et j'avais plus de force. Le tambour fait 8 kilos, donc arriver à le porter pendant des heures, pendant toute la transe, c'est impossible. J'avais joué de la batterie avant, j'avais mal au bras tout de suite. Pas mal. Plus de force. Le phénomène de dissociation, c'est que tout d'un coup, je me voyais faire, j'étais consciente tout le temps, je me voyais faire des choses que je n'avais pas décidé de faire. Donc ça, c'est un processus intéressant qui sont dans en général dans les processus de transe. Auquel vous avez accès, enfin ici on est dans un public où vous avez tous plus ou moins essayé les trans, plein de choses, donc vous savez ce que c'est. Mais quand on ne sait pas ce que c'est, on se dit les processus d'urgence, les stratégies de survie que propose le cerveau, quand vous êtes dans une situation où vraiment il faut réagir très vite, vous avez la force qui est augmentée, la perception de la douleur qui est diminuée, et souvent accès à des informations où vous faites des gestes que vous n'avez pas décidé de faire. Donc ça, c'est ce que met en place le cerveau dans les processus d'urgence, qui sont des états modifiés de conscience. Donc Francis vous expliquera après pourquoi ça se met en place. Et les informations, ces informations dont parlent les chamans, c'est-à-dire qu'on va interroger le monde des esprits pour leur dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait là ? On va s'installer là, où est le troupeau, voilà. Et donc ces informations qui nous montrent que tout parle autour de nous, qu'il y a des informations autour de nous. Eux, ils appellent ça le monde des esprits, pourquoi pas. Mais nous, on peut parler de fréquences, on peut parler d'informations, on peut parler de tas de choses auxquelles le cerveau semble avoir accès dans ces états-là. Alors pourquoi, moi, ma question, c'était vraiment, mais pourquoi ça fait ça? Voilà, parce que c'est quand même intéressant. Donc 5 ans après travailler régulièrement en Mongolie, je me suis dit, j'ai commencé à essayer d'interroger mon médecin, le premier, le médecin le traitant, qui m'a envoyé chez le psychiatre, hein, je ne cache pas. Si je fais le loup. Alors j'ai fini par trouver des chercheurs qui étaient intéressés, qui connaissaient les états modifiés de conscience, dont Pierre Etévenon, qui est un ancien directeur de recherche de l'INSERM, à qui j'ai fait une démonstration et qui m'a dit, oui, effectivement, il se passe quelque chose là, c'est sûr. Et le problème, c'était le tambour. Le tambour, parce que s'il m'a dit, si vous voulez qu'on mette des électrodes sur votre tête, il va falloir vous passer du tambour parce que les conditions d'enregistrement de l'électroencéphalogramme ne permettent pas de bouger dans tous les sens. Il me dit, les méditants, c'est facile, ils ne bougent pas. Mais oui, là, qui sautaient dans tous les sens. Et donc il m'a dit, il va falloir un peu calmer tout ça et puis vous passez du tambour. Donc je ne savais pas du tout à l'époque s'il était possible, parce qu'aucune tradition dans le monde ne va entraîner les gens à vivre une transe sans induction. Que ce soit la danse, la musique, les psychotropes. Et donc je ne savais pas du tout si c'était possible. Après, il y a des gens qui vivent des trans spontanées. Hein. Il n'y a pas forcément besoin de tout ça pour vivre des trans. Voilà, mais donc dans ceux qui ne vivent pas des trans spontanées, aucun n'apprend et la dure par la volonté. Donc je me suis entraînée et puis j'ai fini par y arriver. En fait, j'avais remarqué, chaque fois que j'entendais le son du tambour, je faisais des gestes. J'avais le nez qui remontait comme ça. Et donc en reproduisant ces gestes, ça a déclenché la transe. Donc j'ai été prête, et puis je suis allée au Canada avec un autre costume. Donc là c'est le professeur Florent Henry, à l'Alberta Hospital, qui est un hôpital psychiatrique bien sûr. Et donc j'ai dû faire des démonstrations devant des tas de neuropsychiatres, psychiatres. Comme je savais auto-induire la transe, je me suis installée par terre et boum, j'ai induit la transe par la volonté. Alors là forcément, en tant que médecin, ils ont comparé à des pathologies. Donc c'était méningite limbique, c'était phénomène de dépersonnalisation, même syndrome de personnalité multiple. Hein. Ouais. Et donc ils m'ont dit, on va régler ça avec le EEG, on va voir si tout va bien là-dedans. Mais ce qui les étonnait déjà, c'était que j'en revenais juste par la volonté, et qu'apparemment j'avais l'air normal. Il n'y avait pas de a priori. Donc on a fait les EEG, donc j'ai déduit que la transe était capable de provoquer un apprentissage intuitif, c'est-à-dire que je savais faire
des choses que je ne savais pas que je savais faire. Voilà. Donc comme chanter comme ça, comme contrôler la colonne d'air, toutes ces choses qui viennent spontanément, comme des gestes de tai chi, de qigong, tout ça vient spontanément. En fait, on a ça en nous, on a cette connaissance, ce ressenti des énergies qui se manifestent dans ces états sans avoir à les apprendre. Alors, est-ce qu'il se passait quelque chose dans le cerveau? Voilà, les résultats de l'EEG d'Edmonton montrent que effectivement, il y a une augmentation des puissances spectrales dans les zones que vous voyez là, par rapport à un groupe contrôle de 80 femmes dont on compare les tracés EEG. Donc déjà là, on a une première image de quelque chose qui se passe. En Francis va développer de façon plus professionnelle. Et donc ces recherches ont été faites en 2017, ces tests. Et en fait, il y a une publication scientifique qui a été faite. Il a fallu attendre 10 ans quand même avant que cette publication soit faite. Donc vous pouvez la trouver sur Internet avec l'analyse de tout ce qui a été fait. Et donc elle a été publiée en 2017. Et ce qui est le plus intéressant, ce que je trouve vraiment encourageant, c'est la conclusion de cet article. Parce qu'au départ, ils pensaient que c'était pathologique, bien sûr, mais après, ils ont conclu que non, c'était effectivement un état dissociatif, mais non pathologique, et qu'on pourrait envisager que la transe fasse partie des futurs outils de la psychiatrie. C'est la conclusion de cet article. Alors, une fois qu'on a démontré que la transe était une capacité du cerveau, il n'y avait pas de raison que ce soit seulement dans le cerveau des chamans, pour moi. Donc je me suis dit, il y a deux solutions, ou, bon, d'accord, le cerveau des chamans est différent de celui des autres, ce que je ne pensais pas du tout vrai, ou bien le tambour n'est pas assez efficace, et on peut trouver des outils qui soient plus efficaces que le tambour, plus efficaces que mettre 0,0001% de la population en transe. Alors j'ai commencé à travailler avec des chercheurs, et là aussi c'est passé tout un processus assez long, qui a fait qu'on a développé des outils à partir de 2015, même avant, pour essayer d'amplifier les effets du tambour. Et on est arrivé à des outils sonores, qui sont plus du tambour, mais qui sont amplifiés, parce que les chercheurs ont essayé d'étudier dans les séquences de tambour qui étaient les plus efficaces, que j'avais sélectionnées, qu'est-ce qui pouvait fonctionner. C'était la spatialisation, c'était le son, c'était le rythme, c'était quoi. Donc ils ont fait un outil qui était, semble-t-il, plus efficace, mais restait à le tester encore. Voilà, donc je donne toujours d'ailleurs des workshops dans les écoles des beaux-arts, et je devais faire un workshop à l'école des beaux-arts de Nantes pour parler du cerveau et de l'état de création, qui est aussi un état modifié de conscience. Et donc je devais aller à Nantes et j'ai proposé aux étudiants, une vingtaine, de tester ces outils. Ils ont dit oh oui, oh oui, oh oui. Voilà. Et donc, les voilà, ça c'est une. Et donc, au lieu de 0,001%, 16 sur 20 sont partis en transe. Voilà. Donc ça a fait un buzz dans l'école des beaux-arts. Évidemment. Donc à partir de là, on savait que c'était efficace, que l'accès à la transe était un potentiel du cerveau, c'était un potentiel cognitif. C'est pour ça que maintenant on appelle ça transe cognitive. Et après les chercheurs ils m'ont dit ouais mais enfin tu vois les artistes c'est facile, ils vivent des états de transe de toute façon. Voilà. Donc trop facile ton truc. J'ai dit bah ok on va essayer sur vous alors hein. Et on a essayé sur sur eux. Donc, on a eu des effets, j'ai quelques vidéos qui sont sympas. Hein. Dont une psychiatre qui s'est transformée en mouche. Et qui a dit enfin, je comprends ce que vivent mes patients. Voilà, et donc on a continué avec les étudiants des Beaux-Arts, et vous allez voir que le flot d'informations qui arrive pendant les trans est tellement puissant dans la vidéo que vous allez voir, il y a tellement de choses qui arrivent que l'étudiante elle est obligée d'utiliser les deux mains pour traduire ce qu'elle ressent. Et donc là vous allez voir, elle est débutante encore, hein, parce que les étudiants on leur apprend on le fait avec Martine Struzik d'ailleurs, on leur apprend à dessiner en transe, c'est-à-dire à maîtriser suffisamment la transe pour arriver à dessiner et à être en transe en même temps. Donc au début ce que vous allez voir c'est pas maîtrisé encore, vous allez voir que ses mains,
Vous voyez, sa main tremble et on est encore temps. Donc ça, c'est un des effets de la transe, donc ce flot d'informations qui traverse, que vivent pas seulement les artistes, hein, en vécu, on a fait aussi dessiner des chercheurs, et ça fait toujours la même chose, ils se mettent tout d'un coup à dessiner des deux mains, quoi, à dessiner, écrire, voilà, des deux mains. Alors là, vous allez avoir encore un dessin d'une étudiante qui essaie de traduire ce qu'elle ressent pendant la transe, les mouvements qu'elle ressent, et cet effet du temps sur le mouvement. Et elle commence, bien sûr, à essayer de dessiner ça. Et voilà le résultat quelques temps après. Voilà. C'est Garance Monziel. Et elle était très très émue quand elle a vu ça, parce qu'elle s'est dit, ah là, j'ai réussi quelque chose. Et elle a dessiné en transe, hein. Elle était, donc en maîtrisant les deux étapes, puisqu'on arrive à les maîtriser. Voilà. Et voilà un travail qu'on a fait avec des chercheurs en Allemagne, où ils ont dessiné, après, et eux ne sont pas des artistes, a priori, hein, vous voyez, mais ils ont été capables de sortir ça juste après des trans. Donc leur ressenti de trans. Voilà, puis là, ils regardent, ils se disent, mais c'est nous qui avons fait ça quand même. Voilà, donc ce processus de mise en relation avec une capacité de création se fait naturellement dans cette étape, puisque justement on enlève l'autocensure, on enlève tous les blocages qui sont dus à « oh non, je ne sais pas dessiner ». Voilà, donc ça c'est toutes les formations du coup qu'on met en place maintenant qu'on a démontré, parce que le résultat est toujours à peu près 80%. À la première écoute, qui écoute ces sons et qui vit un état de transe. Et au bout de 2-3 écoutes, il y a 90% qui arrivent à la transe. Il y a 5% qui restent réticents, environ. Et 5% pour qui c'est pas évident. Ils vivent des petits états de transe, mais encore pas beaucoup. Mais on n'a pas encore déterminé les raisons de tout ça. Il faudra faire une étude. Alors après, il y a la recherche fondamentale. Donc on avait commencé à Edmonton avec Florent Henry. Il a fallu un long temps pour trouver d'autres laboratoires qui voulaient bien étudier cette étape. Et dans la mesure où c'était plus un one case study, où j'étais plus le seul sujet à étudier, on a démontré que c'était chez tout le monde, évidemment les portes de la recherche se sont ouvertes, parce que étudier un seul cas c'est pas très intéressant, mais savoir que c'est un potentiel en chacun de nous, alors là ça devient intéressant. Donc c'est Martin Struzik qui est à l'origine de tout ça, qui nous a fait rencontrer des chercheurs de Liège, du CHU de Liège, dont Steven Loreis, et qui a été très intéressé. Lui, c'est un spécialiste de l'étude des états modifiés de conscience. Donc il a des données sur l'étude de la méditation, de l'hypnose, des expériences de mort imminente. Vous avez le... Ah ben non, ce sera au maintenant. Et donc Steven est intéressé par l'étude de la transe cognitive. Donc on a fait un premier protocole au mois de juin 2018, uniquement sur mon cerveau, où ils ont fait tous ces genres d'examens avec EEG, IRM, PET scan, stimulation magnétique transcrânienne, tout ça pour savoir et pour pouvoir classer la transe cognitive parmi les autres états modifiés de conscience et savoir en quoi c'est similaire et en quoi c'est différent. Donc ça, on aura la publication bientôt, mais elle n'est pas sortie encore, mais ça va sortir. Et ça, c'est quoi? Ah oui. Ah ben c'est une autre vidéo alors. Alors là, on va voir Francis. Je sais pas ce qu'on s'est dit, et les applications thérapeutiques. Alors, qu'est-ce qu'on en fait une fois que les gens sont en transe, à quoi ça sert? Bon, avec tout ce que je vous ai raconté, vous avez déjà une idée. Mais est-ce que les applications thérapeutiques de tout ça sont intéressantes? Voilà. Donc, la première fois qu'on l'a testé sur une pathologie, c'était avec Francis, qui venait d'avoir une compression médulaire et donc le bassin partiellement paralysé. Et je lui ai dit, écoute, t'es d'accord, on a mis ces outils au point, si tu veux écouter, on va voir si tu as une transe déjà, et puis qu'est-ce que ça fait. Alors vous allez voir sur la vidéo, parce qu'on filme tout bien sûr pour faire des archives de recherche, et sur la vidéo vous allez voir que son bassin va se mettre à bouger. Au début les gens s'agitent, on a l'impression que c'est désordonné, mais en fait ce sont des mouvements hyper complexes et hyper intelligents, et qui vont libérer la partie du bassin qui est bloquée. Et le corps a cette intelligence-là.
soufflez, tout ça, ça sort tout seul. Et voyez le bassin? Voilà. Et donc, pendant la transe, le bassin était débloqué. Alors, en sortant de la transe, on ne se raconte pas d'histoire, hein, il était rebloqué. Il était rebloqué en sortant de la transe, mais Francis avait une piste. Il savait que ce bassin, il pouvait se débloquer. Ah. Voilà, donc il a très vite appris à auto-induire la transe, parce que notre grande contribution, ça a été aussi d'apprendre aux gens non seulement à accéder à l'état de transe grâce à ces outils sonores, mais de leur apprendre à l'induire par la seule volonté, comme je le faisais. Donc voilà. Donc Francis, pareil, on lui a appris à induire la transe par la volonté, en décidant comme ça, comme dans une méditation. Et il a pu s'entraîner chez lui. Et comme on est conscient à cet état-là, chaque fois il voyait que ses jambes bougeaient, et que ça débloquait le bassin. Et donc il a fini par comprendre et mémoriser ce qu'étaient ces mouvements, qui étaient complexes. Il a réussi à les reproduire en dehors de la transe. C'est dans ça que je vous dis que la transe nous permet un enseignement intuitif incroyable. Et donc en faisant ces mouvements en dehors de la transe, le bassin a fini par se débloquer. Et il a marché en quelques mois, en 2-3 mois, il a remarché correctement. Voilà. Donc une des applications de la transe, on pense que maintenant il faut lancer des études cliniques, mais là ce sont des pistes prometteuses par exemple pour le traitement de la rééducation fonctionnelle. Voilà une autre vidéo, c'est une patiente d'une psychologue avec qui on travaille à Berkeley, qui a une maladie de Charcot. Et donc fort de cette expérience avec Francis, Nadine Krisberger, qui est la psychologue dont je vous parle, et dont c'est la patiente, me dit mais ce serait peut-être bien d'essayer sur une de mes patientes, si elle est d'accord, qui a une maladie de Charcot, qui a évidemment des zones, vous savez, c'est une dégénérescence des neurones moteurs, donc petit à petit on devient paralysé. Cette patiente-là, elle n'arrivait quasiment plus à marcher. La cage thoracique compressée, du mal à respirer parce que ça, voilà, les muscles de la cage thoracique sont en train de disparaître, enfin pas de disparaître, mais les neurones de mourir. Alors, cette patiente a accepté de tester les sons d'abord, d'accéder à la transe. Elle aussi a réussi très vite à induire la transe par la volonté. Et voilà sa première expérience d'écoute des sons. Donc ALS et la SLA en anglais, maladie de Charcot. Donc elle dit, elle parle, là on n'entend pas, je vais essayer un peu. On peut monter le son un petit peu. Quelqu'un dont la capacité thoracique est diminuée.
I could just feel, I could see this tunnel, this opening that went right out into here. So I did do some, I didn't scream, but I just had the sensation that when I opened my mouth, it would let stuff out. So that's how it started. And then I started, I just kind of, just opened it up and it started to open up, so just a little up to the toe, and just started opening up and then it just took off. And began to shake up in here, and still this area wasn't moving, the lower area, the legs and the lower right navel. And then it took off, and it was just a whole sensation that I haven't felt, because this was like, wow, that is just not even alive. So. Wow. Yeah. When it stopped, it was like, and I just felt, my whole being just felt completely activated. One was like full, it wasn't like a normal light sensation, it just like stopped. It was like activated. Wow! Yeah. Like the whole body? The whole body just felt like, that's the word came for activated. Voilà le témoignage de cette femme. Alors pareil, en sortant de la transe, ça s'est resserré en sortant de la transe, mais comme elle a réussi à auto-induire la transe très vite, elle s'est entraînée. Et petit à petit, elle a récupéré une mobilité du bassin, les petits doigts, les petits orteils, elle a récupéré les sensations là. Et donc c'était très prometteur. Bon, aujourd'hui, elle est décédée. Elle est décédée parce qu'elle a eu une pneumonie très violente et qu'elle a décidé de mettre fin à ses jours. Et elle a dit que le témoignage, que jusqu'au bout, en fait, le shaking, donc ce qu'elle appelait le shaking, l'avait aidé, et l'avait beaucoup aidé à supporter les derniers moments de sa vie. Voilà. Donc ce travail a déclenché un projet d'étude clinique de la maladie de Charcot à Stanford, avec David Spiegel, qu'il faut mettre en place maintenant et surtout qu'il faut financer. Voilà, donc tout ça est très prometteur, mais on va le valider bien sûr par des études cliniques. Et voilà, là vous voyez tous les transeurs, c'est toujours, on revient chez Steven Lorez. Il ne faut pas me fréquenter parce que je leur remets tous les électrodes sur la tête. Et donc ça c'est là vous voyez Martine, hein, elle est là. Donc on a réussi bien sûr à former plein de transeurs qui ont accepté qu'on leur mette des électrodes sur la tête pour faire un protocole de recherche qui, pour la première fois, va démontrer que la transe cognitive est un potentiel en chacun de nous et qu'elle n'est pas réservée seulement à une population qui s'appelle chaman. Donc ça, on l'a fait au mois de juin. Et bien sûr, ça va être publié, mais il faudra un peu de temps encore pour voir la publication. Voilà, je laisse la parole à Francis qui va vous expliquer toute la partie invisible.